Bonsoir à tous, bonjour, ça dépend à quelle heure vous regardez ce podcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur l'anxiété. Donc c'était un épisode qui me tenait vachement à cœur. Et je ne suis pas toute seule pour en parler, donc je laisse mon invité se présenter. Hello, je suis Sandra et personne souffre d'anxiété depuis plusieurs années maintenant et Inès m'a proposé ce projet, j'étais genre, mais de fou, de fou. Donc on va parler de ça pendant je ne sais pas combien de temps, mais discutons. Anxiety. Yes, c'est super joyeux, mais... Quel sujet joyeux. Ouh. Donc on va commencer, comme d'habitude, maintenant vous commencez à savoir que je suis un petit peu pragmatique, donc on va commencer par une petite définition qui vient du site Vidal, voilà. Donc qu'est-ce que l'anxiété ? Donc l'anxiété est une réaction normale qui devient une maladie lorsqu'elle survient, alors qu'aucun événement ne la justifie vraiment. On parle alors de troubles anxieux, incompatibles avec la vie quotidienne. L'anxiété peut prendre plusieurs formes, anxiété généralisée, phobie, troubles paniques ou troubles obsessifs compulsifs, les TOC. Les troubles anxieux s'expriment de très nombreuses manières selon l'histoire familiale et personnelle du patient, son hérédité, son imaginaire ou les causes des premiers épisodes d'anxiété. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition ? Moi, je suis relativement d'accord avec cette définition, globalement. Moi, je fais juste une petite différence, c'est que l'anxiété, personnellement, dans mon cas, je sais relativement par quoi elle est due. Tandis que ça m'arrive aussi de faire des crises d'angoisse. Là, je suis moins sûre de pourquoi ça arrive. Ça arrive comme ça me prend sans trop raison. L'anxiété, j'ai souvent un élément déclencheur, que ce soit sous une livre, un truc con que je vois sur les réseaux, un truc que je vois dans mon appartement à la con. C'est, voilà, genre, c'est des trucs un petit peu débiles. Mais pour moi, c'est la grosse différence qu'il y a. Et là, ils disent que comme quoi il n'y a pas d'élément forcément déclencheur. Pour moi, l'anxiété est un élément déclencheur, mais c'est ma propre expérience. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ? Je ne suis pas médecin. Nous ne sommes pas psychiatres, psychologues. En fait, je suis d'accord avec toi. Déjà, je suis d'accord avec la définition. Je trouve qu'elle est plutôt bonne. Et comparée à certains sites, elle est plus ou moins complète et elle fait bien la distinction. Mais après, c'est vrai que ça dépend, je trouve. Moi, je sais aussi que l'anxiété, elle a été causée par un événement en particulier. Mais après, les à côté de l'anxiété même, c'est juste... c'est un peu ce qu'il y a dans ma tête, c'est une pensée, c'est... Même parfois, ça peut être quelqu'un qui a agi d'une certaine manière, mais complètement inoffensif. Et moi, je t'entends, there is something wrong. Tellement ça, totalement, c'est tellement ça du genre, ah ouais, j'ai l'impression de déranger, ah, je vais faire ça. Et je retournais au boulot il y a pas longtemps. Et sans raison apparente de stress, c'est bien passé en effet. Genre, j'ai stressé comme une ouf, par peur. Et c'était vraiment une crise d'anxiété du genre, je culpabilise, des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment beaucoup de pensées intrusives qui viennent gâcher un moment, gâcher une journée. L'anxiété a beaucoup d'effets secondaires, que ce soit sur le mental et sur le physique. Et genre, moi, j'ai travaillé que 4 heures cette journée-là, mais je me suis sentie éclatée après. Donc, ne pas sous-estimer les symptômes de l'anxiété, même physique. Non, exactement. Et on va justement en discuter un peu plus en profondeur après, mais en effet, l'anxiété, c'est mental, mais c'est aussi physique. Et même plus qu'on ne croit, même parfois, il y a des syndromes de l'anxiété. T'es là, t'es en mode, comment ça, c'est... Comment ça? Ben, rien pas longtemps, j'étais Exactement, parce que pendant le brainstorming qui a précédé l'épisode, on a découvert de certaines choses. On disait, quoi? Donc, c'est tout ça, j'ai ça. D'accord. Absolument. Et tout est lié, les gars, tout est lié. Du coup, on va faire une petite distinction parce que l'anxiété, c'est un terme qui se confond avec deux autres termes, qui sont le stress et l'angoisse. Donc, selon toi, comment on peut distinguer les trois ? Pour moi, pour faire relativement court, le stress, c'est forcément dû à un événement qui va arriver, ou qui est arrivé, ou quelque chose de stressant, enfin, donc un examen, peut-être une conduite, un examen comme un autre. Là, c'est normal, dans ces cas-là, d'avoir du stress, c'est une réaction humaine et mentale qui est normale, qui est là pour nous protéger aussi de choses. L'anxiété, ça va être du stress, mais plus, si on peut dire ça comme ça, avec des symptômes qui vont cette fois être plus aggravants, qui vont être plus difficiles à gérer. Et l'anxiété, ça revient régulièrement. C'est vraiment quelque chose. Si vous avez juste un coup de stress comme ça et que ça dure pas dans la durée, c'est vraiment un peu de stress. Si par contre, plusieurs fois dans la même journée, vous avez plusieurs coups de stress, plusieurs crises d'angoisse plusieurs crises d'anxiété, par rapport à un événement ou autre, là, ça va plus être de l'anxiété si vous avez des symptômes physiques, de la fatigue ou autre qui est anormal. Ça, c'est vraiment un symptôme de l'anxiété. Et l'angoisse, c'est
c'est un peu l'intrus de cette liste, je trouve. Ouais, c'est vrai. Un peu la peste noire. C'est, il est là, mais en fin de compte, c'est le seul dont on ne sait pas la cause de l'anxiété, du stress causé. En fin de compte, l'angoisse, ça arrive, ça prend une crise de panique. C'est des douleurs physiques plus fortes que jamais. C'est des crises de larmes, c'est des l'impression qu'on nous arrache le cœur. Quand c'est beaucoup de symptômes physiques qui sont très très durs à gérer. C'est là que la différence pour moi entre les trois. C'est savoir si oui ou non il y a une raison à ce stress. S'il y en a pas, c'est probablement l'angoisse. Et l'évolution des symptômes et l'intensité des symptômes est vraiment différente de l'un à l'autre. Et c'est souvent sous-estimé. Totalement. Franchement, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, je pense que pour moi, l'anxiété, c'est un peu un état d'esprit, tu vois. Je pense que comme tu dis, l'anxiété, ça se joue dans la durée et dans le temps. Et aussi, ça prend vraiment l'entièreté de votre cerveau. Alors, je dirais que le stress, je dis le stress, c'est super normal. On est tous face au stress. C'est normal de ressentir du stress par rapport aux résultats d'examen, etc. Alors que l'anxiété, c'est vraiment, en fait, c'est s'attarder sur des tout petits détails et qui vont faire que dans vos têtes, c'est vraiment le chaos total. C'est vraiment genre, je sais pas, vous avez un ami qui vous parle différemment parce qu'il est fatigué, parce que, I don't know. Vous, tout de suite, vous allez dire, ça se trouve, j'ai fait quelque chose de mal. En fait, ça se trouve, il veut plus me parler, il veut plus être ami avec moi. En fait, c'est un peu cet effet, moi je disais que c'est cet effet que je qualifie comme drama queen. C'est vraiment... Une fois, je me rappelle, j'ai eu un désaccord avec mon parrain et je me suis dit, mais ça se trouve, il va plus vouloir me parler, il veut plus alors que c'est juste un désaccord. C'est ça, et vraiment, vous avez cette image, parce que faut aussi un petit peu rire de son anxiété, hein. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'en ris aussi. Concrètement, vous êtes une drama queen. C'est génial. Voilà, exactement. Ils ont tout. Absolument tout. Genre, c'est beaucoup de remise en question. Ouais. C'est du genre, est-ce que j'ai fait ça de mal? Est-ce que les gens vont me voir de ça? Vraiment, c'est des détails tellement inutiles, tellement petits, que les gens ne l'auront même pas remarqué en face. Absolument. Ils vont leur parler après, ils vont me dire, attends, c'était quand ça? C'est par rapport à quoi? Ils vont même pas tilter le truc. Tellement c'est genre, pas obvious, c'est genre vraiment, bon, non, c'était rien, genre, c'est normal quand ça m'est arrivé de débattre avec des gens et tout. C'est après, t'es genre, mais ça se trouve, j'ai trop débattu, ça va me causer préjudice ou autre. Et après, j'ai eu des briefs avec ces personnes-là, ils m'ont tous dit, non, en fait, genre, c'est juste un avis comme un autre, chacun a son avis et t'as pas à t'inquiéter là-dessus, en fait, c'est genre normal. Donc, c'est ça. Remise en question, d'anxiété. Ouais, beaucoup doit être remise en question, culpabilité, etc. Donc voilà, alors que le stress, c'est plus léger et c'est embêtant quelques instants, le temps par exemple, le temps de l'examen, le temps de recevoir l'examen. Mais après, ça retombe quasi juste après. L'angoisse, par contre, j'ai un petit peu plus du mal à comprendre, mais je pense que t'as très bien défini. L'angoisse, c'est souvent des crises. Ça se manifeste comme une crise intense. Et en fin de compte, c'est des crises qui peuvent durer 15, 20 minutes. Dans les pires des cas, ça peut être 1 heure et demie. Souvent, dans ces cas-là, moi, j'essaie de les calmer au maximum, mais c'est difficile. Très difficile, ouais. Le corps part en vrille, calmement. Mais essayer de se détendre, faire des exercices de respiration pour refaire pour l'anxiété. Essayer de se changer les idées. Essayer de défocus le cerveau. De pourquoi il y a la crise d'angoisse, même si on sait pas ce que c'est. Par contre, genre, le remettre dans quelque chose qui va le déconcentrer et le reconcentrer sur autre chose pour essayer de faire passer le truc. Donc, c'est plus des formes de crise de panique et l'angoisse qui vraiment arrive, repart. Et je peux vous dire que à la fin de la crise de panique, c'est dodo. Hein. C'est dodo, voilà. Ça va vraiment être éclaté jusqu'à la fin de sa journée. Ça pompe l'énergie vitale. Quand vous en faites le soir, c'est chiant, mais vous pouvez dormir après, donc c'est plus simple. Le matin, je vous assure que c'est moins sympa. Ouais, la journée de la assumer. Et les crises d'angoisse ce matin, c'est dur à gérer. Parce que y a le truc aussi de parfois que je prenne des médicaments ou autre, sauf que si je prends ces médicaments, je suis obligée de ne pas prendre le volant, parce que c'est des médicaments qui ont des contre-indications à la conduite. Et c'est vraiment, c'est compliqué là-dessus. Genre, par contre, je veux pas traiter mon angoisse comme je le souhaiterais. Parce que si j'ai des déplacements à faire, je ne vais pas prendre mes médicaments. Le soir, normalement, à 1h du matin, je suis pas censée sortir de chez moi. Normalement, c'est au lit. Au dodo, c'est ce qui m'est arrivé hier soir. Au dodo. Absolument, Clairement. Ah mais ouais, je suis d'accord. Vraiment, les crises d'angoisse,
Ah. C'est difficile à définir parce que je pense que c'est différent pour chacun. Je Une pense grosse sensation de peur. Grosse sensation de peur de crever ou de genre de revoir quelqu'un de son entourage, proche ou autre, mourir, une peur qu'il y ait un accident, une peur qu'il y ait rien comme ça. C'est des peurs irrationnelles qui sont infondées, dans les faits. absolument. Ça va être dû à des traumas aussi, des flashbacks de traumas. Enfin, ça revient avec du PTSD, Ouais. post-traumatique, mais ça peut être élément déclencheur d'une crise d'angoisse aussi. Voilà. Mm. C'est très très large. De toute façon, le sujet qu'on aborde est large, il est propre à chacun. Absolument. Voilà, vous êtes tous libres. Et si vous avez besoin de symptômes ou autre, oui, c'est important de voir un médecin. Mm. Mais voilà, c'est chacun vit les choses de sa manière. Il n'y a pas de plus ou de moins. Voilà, c'est vraiment chacun a son vécu, chacun a ses traumatismes, chacun a ses crises. Et aucune crise n'est pareille. Non, c'est C'est pas clairement. Justement, ça me fait penser à... j'ai regardé... En fait, il y a une idole que j'aime énormément qui s'appelle Perry White, membre de Little Mix, qui parle ouvertement de son anxiété. Et très récemment, elle a fait une vidéo que je recommande à tout le monde d'aller... Je ne sais plus c'est quoi le nom de la chaîne, mais j'essaierai de retrouver ça et de mettre en lien. Et en fait, justement, c'est ce qu'elle expliquait. L'anxiété, c'est vraiment a constant journey. Oui. Comment on peut traduire ça? Ah, pareil, je sais pas, c'est très journalier, Ouais, c'est côté du genre, c'est tous les jours. c'est ça, c'est vraiment... Après ma vie avec. ouais, et puis ça dépend vraiment de chacun. Enfin, c'est ce qu'elle disait justement. Votre anxiété ne va pas être pareille, par exemple, chez un de vos proches. Vous allez avoir des symptômes différents. Et aussi, ce qu'elle disait, c'est que justement, elle aimait beaucoup parler ouvertement de son anxiété. Parce que comme ça, moi, je sais que personnellement, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup. Parce que déjà, je me dis, ok, je suis pas bizarre, je suis pas... Même les plus grandes stars, ça leur arrive. Et c'est ce qu'elle disait. Elle disait qu'elle aimait beaucoup parler avec ses fans, savoir comment eux, ça se déroule chez eux, etc. Et vraiment, c'est une idole que j'aime énormément, voilà. C'est vrai que la parole se libère. Ouais. Les acteurs, actrices, idoles en général, par rapport à l'anxiété. Genre, moi, le plus gros exemple que j'ai en tête là actuellement, c'est Pedro Pascal. J'ai peut-être des daddy issues avec ce monsieur. C'est peut-être pas forcément la meilleure chose. Mais non, ce gars est absolument incroyable dans son métier et autres. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui souffre d'anxiété, qui ne l'a jamais caché. Et si vous voyez, vous pouvez voir des petits gestes, des petits trucs comme ça qu'il fait souvent. Lors d'interviews d'un Pierrot, on raconte, il va aller chercher la main, un contact physique avec une auditeur, une auditrice, avec une personne même qui a confiance. Et en fin de compte, ça va permettre de le rassurer. Ou alors, il a beaucoup aussi sa main sur genre un peu à la Napoléon. Il va avoir la main sur le torse, on va au niveau de l'estomac. Il a beaucoup sa main là aussi. Et il l'a avoué. Qu'en fait, il fait ça, genre dans des périodes où il est anxieux ou autre. Par contre, ça lui permet, s'il est seul sur un tapis rouge, de se poser sa main là. C'est un signe de réconfort pour lui. Et je trouve que la parole, elle se libère de plus en plus sur les acteurs et les personnes célèbres en général, par rapport à leur santé mentale. On a eu beaucoup de cas dernièrement qui se sont révélés. Et ça fait trop de bien d'entendre qu'on rend compte, genre, on n'est pas seul et ça arrive même aux plus grands, même aux plus grands. Chacun de sa vision des choses. Même aux personnes célèbres ou autres, on pourrait croire qu'on a la vie parfaite. Non, finalement, ce n'est pas possible, personne n'a la vie parfaite. Et même les plus grandes stars du monde peuvent souffrir de dépression, d'anxiété, d'angoisse. Et c'est normal parce que on est tous humains. Finalement, on est tous, on peut pas être des super-héros. Et justement, ça vient à le quatrième point qui est notre expérience avec l'anxiété. Moi, je sais que, en fait, l'anxiété, bon, je ne vais pas tout dévoiler, quand même, un peu de vie privée, mais ça arrivait avec un élément très, assez difficile. Et la première chose que j'ai eue, c'était une crise d'angoisse. Moi, je ne savais pas que je faisais une crise d'angoisse parce que je ne connaissais tout simplement pas. Et quand j'ai expliqué à mon parrain, il m'a fait, t'as clairement fait une crise d'angoisse. Et à partir de ce moment-là, mon anxiété a vraiment débarqué en mode « Hi girl, how you doing? Comment ça va ?» Et franchement, au début, c'était un peu difficile parce que justement, moi, je croyais que j'étais... pourtant, je suis quelqu'un hyper empathique et qui soutient tout le monde, etc. Mais quand il s'agit de moi-même, je suis genre 1000 fois plus dure. Et du coup, j'étais là, c'est pas possible que j'ai un souci un truc de santé mentale, c'est pas possible. Et finalement, si, parce que j'en suis là, la preuve. Mais en effet, au début, j'y croyais pas du tout. Et c'est quand j'ai vu une psy. Et même, j'avais jamais posé réellement de diagnostic. C'est très récemment que ma psy m'a dit, vous avez de l'anxiété, mais ça
C'est pas une grande nouvelle juste. Oh, surprise! Ça a pu gagner bien sûr, c'est vrai, juste pas verbaliser, madame. Voilà, exactement. Hein. Théoriquement, ça se voit à ma manière d'agir et en permanence. Mais voilà. Et toi, du coup, comment t'as su, si tu veux en parler? Mon anxiété, elle a été déclarée, sans pas rentrer dans ma vie privée, à cause de 2 événements traumatisants dans ma vie, qui sont un ex toxique, vraiment, qui m'a créé de la dépendance affective, et ce gars-là, forcément, m'a créé une grosse source d'anxiété, et vraiment, ça a été un peu un élément déclencheur. Et le second élément déclencheur, c'est ma maman qui est tombée malade, qui a eu un cancer. Et en fin de compte, cet élément-là a fait revenir mon anxiété d'un point immense. J'ai jamais été aussi anxieuse de ma vie que durant 1 an et demi après l'annonce de la maladie. C'était une horreur. Mais ouais, 2 gros éléments déclencheurs. Ça a été verbalisé par une psychologue au bout de plusieurs séances avec elle. Mais elle me l'a clairement dit, elle m'a dit de toute façon madame, vous êtes pas juste stressée, vous faites de l'anxiété et de l'angoisse. Ah, d'accord. Donc ouais, ça faisait probablement depuis 2021-22 que je faisais de l'angoisse et de l'anxiété, mais par contre je me rendais pas compte parce que je prenais ça du genre pour des crises de larmes, des crises de... J'ai souvent été le genre de personne un peu une bombe à retardement. Et genre j'enfouis tous mes sentiments et à un seul coup il suffit d'un truc et ça explose. Donc ouais, 2 gros moments qui ont révélé mon anxiété un peu plus en général et qui m'ont permis de prendre conscience de ce que j'avais, puisque je n'en avais pas forcément conscience avant. J'étais genre je suis stressée. Je me disais c'est pas grave, c'est normal et tout, mais ouais, c'est un peu long le stress après Plusieurs mois. ça fait long là, je suis stressée un peu beaucoup. C'est long quoi. Non mais les relations, que ce soit les relations amoureuses ou autres, peuvent créer et même les éléments de la vie peuvent créer de l'anxiété. Et c'est général. Et aujourd'hui, ça se voit, comme tu le disais, moi aussi, dans ma façon d'agir. J'ai été quelqu'un qui a toujours parlé très très vite. Et on me l'a toujours fait remarquer. Genre, Sandra, tu parles vite et tout, mais au final, je pense que l'anxiété joue un peu là-dessus. Et j'ai reçu des remarques du genre, Sandra, ça se voit, t'es stressée ou autre. Bah non, c'est pas vrai. Sans blague. Ah oui, tu m'as dit ça, mais ça fait 3 ans que je suis diagnostiquée anxieuse, donc oui, je sais que je suis stressée, c'est dans ma vie de tous les jours. Mais je pense que ça se voit aussi, oui, je parle vite. Soit je fais rien de ma vie, soit je suis ultra active et genre j'ai tout le temps envie de bouger, faire quelque chose, parler avec des gens, je suis ultra pipelette. Vraiment, une fois que les personnes anxieuses se reconnaîtront, c'est que soit, si t'es en confiance avec quelqu'un, tu parles énormément. Si t'aimes pas la personne, tu lui parles pas. Il y a pas entre deux. Soit j'ignore, soit je lui parle de toute ma vie dans le détail. Mais ouais, de gros diagnostics passent un peu à de gros traumatismes qui ont créé cette anxiété. C'est ça. Je pense que la base, je suis plutôt d'accord avec toi parce que moi aussi ça a été un trauma qui a déclenché l'anxiété. Je pense que la base de l'anxiété, c'est quand même, ça vient d'un trauma, ça vient d'un événement qui a un peu bouleverser entre guillemets votre vie d'une certaine manière et pas positivement évidemment évidemment hein, sinon ce serait trop beau, mais je pense que c'est une petite base. Après évidemment ça dépend, hein, mais en tout cas nous ça a été dû à des traumatismes. Ouais. Après je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Là c'est très subjectif comme chose, donc soit ça arrive après un élément traumatisant, soit plusieurs, soit une accumulation, peut-être 2 choses aussi. Moi, je pense qu'il y a une part de ça. Comme j'ai dit, je renfermais beaucoup mes émotions. Donc, j'ai dû taper ma première crise d'anxiété à cause d'un refoulement d'émotions. Donc, les gens, si vous avez envie de chialer. Si vous avez envie de crier, criez. Exactement, si vous avez envie de taper dans un coussin, il n'y a pas de souci. Dans un coussin, ne tapez pas dans autre chose, s'il vous plaît. Non. C'est très bien. Coussin. Mais c'est moelleux, en plus, après, on pouvait chialer dedans, ça passe. Il va pas vous en vouloir, vous inquiétez pas. Non, il n'y a pas... Non, mais on va aller porter plainte. Don't worry. Don't worry about that. Non, mais c'est exactement ça. Je pense que pareil, j'en ai discuté dans l'épisode avec Manon, justement, sur les traumatismes. Et je suis restée dans le déni à peu près 17 ans. C'est très long. C'est un moment déni, parce que je pense que j'ai commencé concrètement à avoir des traumas, peut-être à mes 2 mois, littéralement. Parce que, en fait, non, c'est pas vraiment un trauma, mais par exemple, on a découvert que j'avais eu la mycoviscidose à 2 mois. Donc forcément, après, tu vois, ça a donné naissance à plein de trucs, mais je me rappelle pas trop. Mais je pense que, ouais, les premières apparitions de trauma, c'était genre à 2 ans.
Et puis après, moi, j'ai vécu genre ma vie normale, tu vois, j'étais là, et justement, je refoulais beaucoup mes émotions, je refoulais ce que je chantais, ce que je ressentais, parce que bah, j'étais en mode, c'est normal ce que je vis, donc no problem with that. Et c'est vraiment, enfin, il y a eu un moment où, pareil, il y a eu cette accumulation, et puis après, genre, j'ai dû voir une psy en 2022, et elle m'a dit, mais en fait, tout ce que vous avez vécu, c'est pas normal. Et du coup, j'étais juste, hein, comment ça? Et elle m'a dit, bah, imaginez si quelqu'un vous dit tout ce que vous avez vécu, mais en mode son expérience, bah, en mode, bah, putain, c'est tragique, quoi, pauvre personne. Et vous, bah, c'est normal. Tu vois. J'ai appris un truc. Et donc, ouais, après, au moment où on te dit, ah, bah, tous les traumas que t'as eu, machin, tu dis, oh, mon Dieu. Puis, bah, il y a eu cet élément déclencheur de ma vie qui a fait que, boum, ça y est. Ouais, non, je comprends totalement le fait. Moi, on m'a clairement dit, quand on m'a annoncé que j'avais de l'anxiété, on m'a dit, la psychologue a regardé mon âge sur la feuille, elle m'a regardé, elle a fait, vous avez 19 ans? Enfin, on avait 18 ou 19 ans, Ouais. Et j'ai fait, ah oui, elle me fait, et vous avez la mentalité d'une personne qu'on a 22, 23, madame. J'étais, face au raconte, les événements traumatiques dans ma vie ont formé tellement, qu'on rend compte, genre, ça a été déclencheur et que j'ai pris une maturité. Je pense que j'ai toujours été. Ça fait très égoïste, mais narcissique. J'ai toujours prendre une mature. Bon, en fait, je pense que oui, il y a des éléments de la vie. Je pense à partir du lycée, j'ai commencé à prendre plus en maturité que mes camarades par rapport à ce fameux ex toxique et autres. Et après, genre début de fac avec l'annonce de la maladie de ma mère, ça n'a pas aidé. J'ai pris d'un seul coup, je pense, un coup de maturité dans la gueule. Du genre, t'as pas le choix d'assumer beaucoup de choses là. Faut que tu te prennes en main. Et ça a été déclencheur, je pense que quand elle m'a dit ça, j'ai fait ah bon, oui, mais vous avez vécu des choses dans votre vie. Moi, c'est pas forcément lié à l'enfance, parce que j'ai eu une très très belle enfance ou autre, mais oui, si j'ai quelques petits traumas d'enfance, c'est pas partie des traumatismes qui m'ont créé l'anxiété, mais vraiment ouais, non, c'est moi, quand on m'a dit vous êtes plus mature que vous êtes pour votre âge, j'étais genre d'accord. D'accord, c'est take that. 23 ans, ça va, né en 2010, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, quand elle m'a dit ça, j'étais, d'accord. Bon, bah, ok. Là, j'ai compris que j'avais une différence par rapport aux autres, et que j'avais fait un truc un peu ce qui faisait que ma vie avait pas été si simple que ça les dernières années. Je suis complètement d'accord. Franchement. Et du coup, bah, comment, du coup, ça va passer au point 5. Comment tu as su que t'avais de l'anxiété? Comment? Su ou senti, tu vois? Comment tu t'es dit à ce moment-là, c'est bizarre ce que je ressens? Bah, quand j'ai eu la relation toxique, je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis un peu rendu compte quand même à la fin, parce que vraiment, j'avais un stress, mais genre, qui était tous les jours et tout, mais c'était parce qu'il me rendait totalement dépendante et que c'était un sacré connard, tirer le terme. C'était vraiment pas quelqu'un de très sympathique et autre, et qui m'a vraiment fait souffrir. Et là, j'ai commencé à avoir des petits signes de stress, mais qui étaient trop concrets, tout le temps. Et c'était fort, c'était du stress très très fort, parce qu'il me faisait croire à des choses qui certaines sont passées après, d'autres non. En fin de compte, genre non mais je vais te tromper, des trucs comme ça, donc des choses qui sont pas forcément faciles à entendre. Non. Heureusement, la relation s'est vite finie après ça. Ouais, t'as eu, heureusement. Mais ouais, ça a été le premier élément déclencheur. Puis c'est à cause de lui que j'ai fini ce médicament pour calmer mon anxiété. Mais c'est tout, quoi. C'était un tout d'émotions, je pense, qui était trop fort. Et mon corps, il a fait là, tu peux pas, j'allais en cours, je tremblais, j'étais fatiguée, j'avais quasi pas dormi la nuit avant, c'était pas normal, c'était pas normal. Et donc, j'ai commencé à être sous médicaments à ce moment-là. Et je me suis fait, j'en ai pris quelques temps. Après, j'ai arrêté, parce que ça allait un peu mieux dans ma vie. Et quand il y a eu l'annonce de la maladie de ma mère, donc quelques mois plus tard, là, j'ai replongé un peu. J'ai replongé un peu. Parce que j'étais genre, tout mon monde s'écroulait sous les pieds. Genre, j'avais rien qui me tenait, c'était pas simple. Et là, mon stress, il a fait une montée en force du genre, forcément, la paranoïa de quand on vous annonce un diagnostic vital, du genre, mais il reste combien de temps avec cette personne, mère, donc il y a eu genre beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété par rapport à ça. C'était, et là, je me suis dit, c'est vraiment pas normal. Et là, j'étais vraiment ici.
Et c'est là que j'ai eu mon diagnostic posé par la psychologue, qui m'a clairement dit non mais madame, c'est pas normal en fait votre stress. Ah d'accord. D'accord, moi je prends. Bien. I take it. Ouais. Non, en vrai, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Ça a été à peu près pas pareil parce que j'ai pas eu d'ex toxique. J'ai pas eu d'ex tout court, by the way. Mais je suis très heureuse sur ce point-là. En fait, justement, en 2022, ça a vraiment été genre des moments horribles dans ma vie. Et forcément, après ça avait impacté comment je me sentais. Enfin, je me sentais pas bien, je me sentais fatiguée, je dormais pas très bien la nuit. Du coup, je dormais en journée. Enfin, il y avait ces aspects où ma mémoire. Déjà, j'en ai pas beaucoup. Vraiment. Ouais, j'étais là, j'étais persuadée de faire des choses, mais en fait, je ne les faisais pas. Et je me posais des questions, etc. Et c'est ma pneumologue. Because why not, finalement. Avec qui j'en ai parlé, parce qu'en fait, dans le cadre de ma maladie, j'ai quand même un soutien qui est très important. Et je lui explique, etc. Et elle me donne un traitement à n'utiliser qu'en cas d'extrême urgence. Et puis forcément après quand on vous met ce médicament, ça vous donne quand même un indice que il y a peut-être quelque chose qui va pas, parce que c'est pas un médicament qu'on prend à la légère. Donc justement, on ne prend pas à la légère. J'insiste. Ouais. On ne prend pas à la légère. Et puis après forcément, j'ai vu une psy et j'ai compris certaines choses, mais on n'avait pas réellement posé de diagnostic dessus. Mais ça, je le savais après moi-même. Enfin, quand tu dis que t'as peur de presque tout, que les interactions humaines deviennent un vrai challenge, et que même avec les personnes les plus proches, ça peut devenir un challenge parce que forcément ils vont juste dire un tout petit truc. Parce qu'on peut, c'est totalement humain d'être en désaccord. Mais moi personnellement, en tant qu'anxieuse, les désaccords me terrifient. Et j'ai l'impression qu'après, c'est la fin de la relation, alors que finalement, pas du tout. Ça se saurait si un désaccord était égal une fin. Mais il y a vraiment cette peur. Et puis après, les crises d'angoisse où justement, t'en fais 2, 3, 4, tu te dis, bon, that's weird. C'est pas normal. C'est normal, là, mon père, moi, vraiment, la crise d'angoisse, moi, je vois ça comme les corps qui en allaient. Ouais. Toujours un état mental qui est pas bon. Qui est pas bon. C'est pas, ça peut pas être normalisé de faire des crises d'angoisse. En faire une dans sa vie, c'est pas catastrophique. C'est ça. Mais si vous en avez plusieurs, oui, là, on est sur quelque chose du genre, votre santé mentale, peut-être que vous extériorisez pas assez vos sentiments. Ouais. Vraiment, de cette catégorie-là. Pareil. On enferme beaucoup. Et donc, j'étais à voir une psy là. Elle m'a dit, mais vous pouvez pleurer. J'étais, oui, mais j'arrive pas. Pleurer. Sauf, appelez-vous pleurer, et tout. J'étais genre, seul, oui. Et encore. Ce qui fait que, j'ai craqué. J'ai craqué tout seul comme une conne et j'étais genre, là, j'en peux plus rien et tout. Et c'est une crise d'angoisse qui a fait que j'ai chialé parce qu'en gros, mon corps m'a mis en alerte tout de suite. Du genre, c'est pas normal, là, que t'aies autant de sentiments, autant de choses. C'est vraiment ça a déclenché le truc, quoi. Donc, extérioriser vos sentiments, vos émotions. C'est sûr. C'est pas comme nous. Voilà, exactement. Parce que, après, c'est vrai que moi, c'est un truc sur lequel je travaille encore. J'attends généralement, ça dépend. En vrai, parfois, j'essaye quand je commence, parce que l'un des signes de l'anxiété, c'est un peu le overthinking, sur penser. Je sais pas comment ça. Ouais, mais je fais penser beaucoup trop. Voilà, penser beaucoup trop. En même temps. L'esprit qui ne s'arrête jamais, comme dans l'ordre. Même c'est ça aussi. Quand vous dormez, même c'est comme si votre cerveau continue à toi, tu veux juste dormir. C'est comme si il y avait deux petits personnages dans la tête qui faisaient une discussion, que vous étiez pas dans la discussion. Mais comme en fait, ils parlent, et tu dis genre, et moi je vais rien dormir, ils font non, on va discuter de ce problème-là maintenant, on va te le rappeler. Exactement. Pas dormir. Et c'est ça. Et non, c'est vraiment, c'est le fait de trop penser tout le temps. De tout préparer aussi. Tout préparer à l'avance, tout d'être ultra pragmatique. Ouais, la dernière fois, organisé, moi je avoue que ça dépend des moments. Et derrière ce truc de faut que je m'organise, faut que j'oublie, parce que sinon c'est une cause de stress, et je vais stresser parce que j'ai oublié un truc. Ça, j'en suis détachée, maintenant je suis une vraie bonne, je prépare plus rien. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'avais vachement au début, tout préparer, devoir tout contrôler. Exactement, il y a vraiment ce truc de
tout contrôler pour justement ne pas se laisser déborder émotionnellement par un. Je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai encore un peu de mal. La preuve de ce podcast où il y a vraiment tous les plans. C'est pas une discussion désorganisée, c'est vraiment genre tout est comme ça. Pareil quand par exemple, je pars bientôt en Angleterre. Et en fait, je pars pas toute seule. Et donc, ce qui fait que l'organisation diffère, que quand t'es toute seule, tranquille, tu vois, alors que quand t'es à 4-5, faut savoir tout organiser à plusieurs et tout. Et moi, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Qu'on part pas à l'ordre, je pars d'habitude, tu vois. C'est vraiment passer pour la meuf hyper chiante, alors qu'en fait, t'es juste, anxieuse, quoi. Ouais, ça sent beaucoup. Dans les voyages, des trucs comme ça. C'est des gens qui veulent sortir, toi, t'es du genre, voilà, j'ai envie de me poser. Ou Airbnb, à l'hôtel ou quoi que ce soit, et du genre. Moi, juste me poser 1h30, rien foutre, et me poser sur un canapé. Parce que les gens qui sortent tout le temps, trop, en fait, j'ai une batterie sociale, et j'ai une batterie, même, extérieure, je sais pas comment dire. Grave. Qui a des limites. Et, ouais. Il y a ce côté de là, je suis partie à Saint-Mélo avec des potes et tout, c'est super bien passé parce qu'on a un peu tous respecté nos... Bon, déjà, on était un peu dans le cadre du genre, on est un peu tous d'accord sur ce qu'on faisait tout le temps. Donc, c'était vachement bien. Et j'avoue qu'à un moment, on devait rentrer, se poser, genre, sur l'entrée, faire à manger, repartir. Au final, on est resté 1h30 à rien foutre. Mais j'ai rien proposé, mais en soi, je vais pas mentir, ça m'allait bien. Il faut reposer mon cerveau de l'extérieur. C'est ça, ouais. Ça fait bien. Je pense que, en fait, étant donné que notre cerveau consomme beaucoup plus d'énergie que la moyenne, ça a un impact sur notre physique et on peut être très facilement fatigué. Enfin, je sais que des moments où l'anxiété est vraiment forte, juste en mode, je suis fatiguée. Envie de rien faire, envie de rester dans son lit. Absolument. Puis il y a ce truc, justement, moi je sais que j'overthinking pas mal dans certaines situations, qui me demandent beaucoup d'angoisse, d'anxiété. D'où, par exemple, les relations amoureuses ou les crushs, parce que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et moi, les moments où j'ai été en crush, j'ai eu ces gros moments où je suis en mode, oui, mais je comprends pas, il me faut une explication rationnelle, pourquoi je ressens ça pour telle personne, alors que je ne la connais pas. La meuf chiante, totalement. Et justement, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Quand on est anxieux, soit on bavarde énormément, soit on ne bavarde plus. Et moi, justement, dans les cas où l'anxiété est super forte, je bavarde énormément et je radote énormément. Ce qui fait que parfois mes proches, ils sont en mode, je me fatigue. Et moi, je le vois quand je suis avec si on passe en mode de confiance. Ouais. Et, je rentre chez mon père et tout. Et genre, habituellement, lui, il se couche, genre, il mange, il va se coucher, quoi. Moi, quand on est ensemble, c'est à 21h pour aller se coucher. On mange à 19h, on peut faire les autres heures de tout et de rien, on va à la télé, on débat sur des trucs. Ouais. Que je suis ultra pipelette et que j'ai besoin de parler. Et vu que c'est une personne de confiance, alors je dis tout ce que je pense et tout, et il y a pas de... Je dirais pas qu'il y a pas de filtre, mais vraiment, en fait, c'est mon père. Ouais, c'est ça. C'est mon père, et à ce côté, en fait, ouais, il y a pas de filtre, genre, je dis ce que je veux, on débat toujours dans le correct, dans le respect de chacun, donc ça, c'est trop bien. De fou. Et genre, il y a ce côté du genre, parfois, après, je me dis, il est un peu tard, peut-être que je le dérange un peu. Alors, je sais que non. En fait, c'est juste moi qui me dis ça, et au final, lui, il est content de passer des moments ensemble, parce que ça marche pas tout le temps, quoi. Donc, il y a ce côté-là d'avoir peur de déranger. Alors qu'au final, parfois, ça fait plaisir à l'autre personne qui est derrière. Absolument. Elle me fait comprendre du genre, non, mais ça me fait plaisir quand t'es là, c'est trop bien et tout. Donc voilà, c'est des petits mots qui veulent tout dire. Non, je suis d'accord. Franchement, je suis totalement d'accord. Mais je pense qu'il y a cet effet de, moi, dans les moments où vraiment, je suis une pipelette de base, la preuve de ce podcast, enfin, encore plus quand j'ai des périodes d'anxiété. Et je sais que, en fait, j'essaye tout simplement de vider tout ce que je ressens et tout ce que comme si je voulais, genre, vider mon cerveau sur quelqu'un. Mais je sais que ça peut être très très embêtant. Genre là, par exemple, j'ai une discussion avec ma meilleure amie. Fait, écoute, là, tu commences à overthinker un peu too much, hein. On va se calmer, et justement, je pense que c'est super important d'avoir des personnes qui, au contraire, sont ont pas d'anxiété ou alors une anxiété qui diffère. Parce que, encore une fois, c'est propre à chacun. Moi, j'ai de la chance d'être entourée de personnes raisonnées. Ce qui fait que, parce que moi, vraiment, je suis une drama queen ambulante, thanks anxiety. Et justement, avoir des personnes qui peuvent vous apaiser, vous donner confiance et justement vous dire non, mais c'est bon, tu me déranges pas, t'inquiète, je suis là. Il y a ce truc-là, moi, j'ai trouvé des personnes de confiance. Ouais. Et les personnes, moi, en tant qu'anxieuse, j'ai des personnes qui me pompent plus ou moins de la batterie sociale. Donc, je sais pas pourquoi, mais les personnes avec qui je suis genre ultra en confiance, genre avec ma meilleure amie avec qui j'ai passé 4 jours non-stop, peut-être au bout des 4 jours, j'étais un peu fatiguée.
Parce que c'est normal, on a passé genre quasi plus de 72 heures même ensemble, donc forcément, au bout d'un moment, dans le jeu social, c'était beaucoup, surtout qu'on n'est pas habitué à se voir autant. Oui, c'est Mais ça vrai. nous a fait trop plaisir. Mais voilà, je peux supporter cette personne pendant genre plus de 72 heures sans aucun souci. Il y a d'autres personnes avec qui déjà 24 heures, je dis genre, là, faut que je souffle. Mais Ouais. c'est pas méchant pour eux ou autre, c'est juste que, je sais pas, ma batterie sociale à part, plus ou moins. Mhm. Peut-être par rapport au niveau de confiance, au niveau de proximité. Ouais. Les personnes aussi dans la vie. Donc, ouais, cette histoire de batterie sociale, elle est trop bizarre. C'est vraiment trop vrai. Et par rapport au respect de la parole ou d'être avec des personnes raisonnées, genre mon père il est anxieux aussi et tout, mais très très raisonné, on n'a pas du tout le même type. Ça, c'est bien. Et en fait, là je vis un deuil amoureux actuellement. Et genre quand je me suis fait quitter et tout, je parlais pas. Genre je parlais pas. Et mon père il n'a pas cherché à vouloir discuter ou autre. Ouais, il s'est dit... Il cherchait à me forger plus ses idées qu'à discuter de la situation, quoi. Parce que genre j'étais une tombe, je ne parlais pas. C'est vraiment ce truc de soit je parle, soit je ne parle pas de ce que je ressens. Et y a pas d'entre-deux, y a pas je parle un peu. Parce que si je parle un peu, en fait, je parlais beaucoup. Parce que je vais voir tout dire. C'est ultra problématique, je peux pas parler un peu Ouais. sans trop dire. Quand je retourne au travail, j'ai dû trouver des stratagèmes pour dire que ma santé mentale avait chuté et que j'étais pas en capacité de venir. Et surtout que moi, je l'ai un peu plus expliqué au début à mes collègues et j'ai été voir ma psy, elle a fait mais elles ont pas besoin de savoir. Non, c'est tout. théoriquement. D'accord. Elle fait, vous dites juste que vous passez une période difficile. J'étais, d'accord. Bon, j'ai dit ça. Il y en a une qui a cherché un peu. J'ai dit, juste ma santé mentale a complètement ouvrier. She's gone. Ouais. Et du genre, ah d'accord, ok. Bon, on m'a pas fait chier, ça m'a allé. Oui, je pense qu'il faut set the boundaries too, tu vois, genre... dire, bon, bah là, ça va pas. Mais j'ai pas forcément envie d'en parler. Mais juste, ça va pas. Je sais que moi, il y avait une période très récente où... Parce que je peux dire que ça va pas, mais j'ai pas forcément envie de préciser pourquoi ça va pas. Tu vois. Ça va pas. Ça va pas. Juste ça va pas. Et je sais que ma psy, elle m'a dit, si jamais vous pouvez avoir des personnes de confiance, pas forcément tout leur dire, mais juste leur dire, là, ça va pas. Et surtout que je sais pas si toi, l'anxiété, ça te fait ça. Mais moi, parfois, ça me fait spacing out. Je vais pas avoir la traduction là, non, je savais pas comment le traduire. J'ai l'idée, mais je sais pas le traduire. Spacing out, c'est un peu comme si votre corps était là, mais votre esprit était passé ailleurs. Un peu un esprit genre de dissociation. Exactement, voilà, quelque chose comme ça. Et où vraiment tu fixes un point et où t'es en mode... Je rigole parce que je riais totalement avec ça. C'est vrai. T'es dans une conversation et d'un seul coup t'es en mode... Et après tu reviens en mode, ah salut les gars. Tu fixes quelque chose pendant genre, je sais pas, ça peut être 30 secondes et tout. Ouais. Tu fixes quelque chose. Et genre tu... Qu'est-ce que sur rien, je fais... Quoi déjà? Ouais, c'est ça, exactement. Il y a vraiment cet effet de déconnexion et parfois c'est bien d'avoir quelqu'un qui est juste en mode hey oh. En plus, on dit mon on là. C'est ça. Non, off, il fait attends. Attends, tout va bien, ça y est, c'est bon, je suis de retour. Mais ouais, ça m'arrive vachement fréquemment, parfois je chuchote. C'est chiant ça quand vous êtes seul. Oui. C'est ça de vous êtes comme ça. Vous arrivez, vous faites... Qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai pas compris. Je reviens voir, je fais attends, mais ça fait 3 minutes que je suis en train de... Le spacing out. Et je pense que ça aussi, ça doit être un syndrome d'anxiété auquel... Je sais pas, peut-être. Bon, fort probablement, tu vas me dire, le fait de dissocier, genre partir, je pense que c'est un peu un mécanisme de défense, genre, faut trop d'émotions, là, on va juste, on parle, tu sais, le cerveau, il se met en un, mais genre, oh, non, trop. C'est trop, là, j'ai pas envie, on va prendre un petit moment de... Voilà, exactement, enough. Et justement, selon toi, comment on vit avec de l'anxiété? On apprend à vivre avec. Il y a des périodes, ça va être plus ou moins dur, je pense. Être avec des personnes de confiance et saines, c'est ultra important. Ne vous entourez pas de personnes toxiques. De toute façon, vous allez les voir si elles sont toxiques, elles vont pas vous faire du bien et tout, elles vont me rendre anxieuse. Tandis que si vous êtes avec des personnes saines, ça va être des go girls, ça va aller, beaucoup d'encouragement ou autre et des choses, des gens qui sont pour te dire, si jamais ça va pas, tu viens, on se fait quelque chose, des trucs comme ça. Si tu leur dis j'ai pas envie de sortir, ils vont faire ok, pas de souci, repose-toi bien. Si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, tu nous appelles. C'est vraiment des gens comme ça qu'il faut s'entourer. Absolument. Pas des gens toxiques ou autres. Moi, j'étais dans une relation amoureuse qui était très saine pendant 1 an et demi. Et en fait, j'en garde de très bons souvenirs par rapport à ça parce que j'ai forcément beaucoup d'anxiété
durant ces 1 an et demi, malgré le décès de ma maman, j'ai eu une rebaisse d'anxiété avec cette personne. Et bah, ça a été génial et autres, genre, je me sentais un peu plus vivre. Ouais, Là, j'ai une remontée, c'est un peu moins cool. Pas mentir. Mais c'est normal. non, ouais, c'est trop bien d'être entouré des bonnes personnes parce que les bonnes personnes vont savoir réguler un peu vos émotions et vous dire mais c'est pas grave, t'inquiète pas, que ce soit par du contact physique, des paroles, des choses comme ça. On apprend à vivre avec, mais les autres peuvent nous aider à apprendre à vivre avec, clairement. Donc l'entourage, un bon entourage, un bon psy. Oui. Je pense que c'est important d'en parler. Moi, je viens de retourner voir un psy après plus de 2 ans sans en avoir vu un. Ne faites pas la même chose que moi. Parce que vous devez reprendre depuis le début, c'est long. Oui, ça doit être long, en effet. Et la personne en face de vous ne sait pas votre vie. Et moi, par exemple, là, ça a des séances de 45 minutes. Alors, comment vous dire que les 60 balles 45 minutes, j'ai intérêt à faire Eminem. En fait. J'ai intérêt pour qu'elle comprenne le plus gros. Parce que Ouais. j'ai un bout de plus gros à la première séance. Mais pousser médicaments 10 minutes, c'est court, ça passe très vite, on s'en rend pas compte. Vraiment. Parce que quand on déballe sa vie en tant que personne anxieuse, ça y va. Déjà. Non, mais tout ce que vous voulez. Tous les plus grands rappeurs que vous aimez. Mais en vrai, je suis d'accord parce que c'est vrai que moi j'ai cette chance que ma santé mentale soit prise en charge dans ma santé physique, ce qui fait que du coup j'ai pas trop ce problème-là de payer etc. Mais c'est vrai que quand ma psy me dit ça y est la séance elle est finie, je suis en mode quoi déjà? Mais j'avais pas fini madame. C'est ça, des gens ont encore envie de parler autre. Sauf que Absolument. mais c'est normal. Et c'est normal, ils ont plein de gens. C'est vrai que moi j'ai rendez-vous que dans un peu moins d'un mois maintenant. Ouais. Mais je suis genre complètement encore attendre un mois. Encore ça. Sachant que ma santé mentale ne va pas mieux. Est-ce que peut-être genre je vais finir par aller voir un médecin et lui dire je suis pas bien. Ouais, mais en vrai tu peux. Mais en vrai, je vais voir comment ça avise. Mais vraiment, si jamais vos séances psy ne suffisent pas, essayez d'en mettre plus régulièrement si vous avez la possibilité. Et allez voir un médecin généraliste. Ouais, aussi, ça aide beaucoup. Il peut vous prescrire des médicaments pour que vous soyez le mieux possible. Que ça soit des choses pour dormir tranquillement, pour éviter de trop penser, pour éviter de trop être anxieuse. Il peut tout vous mettre. C'est un médecin généraliste. Et il peut même vous donner des traitements plus lourds sur de la longue durée, dont je tairai le nom, mais qui ont lieu vous en accord avec une autre maladie qui est la dépression. Ils peuvent mettre ça en place aussi pour vous aider à aller mieux. Donc vraiment, un médecin généraliste, un psychologue ne peut pas vous prescrire des médicaments. Non, par contre, un médecin généraliste peut le faire. Donc, allez voir un médecin généraliste en premier avant d'avoir un psy. Voilà, si jamais vous sentez... C'est vrai que le traitement médicamenteux, ça peut aider sur un petit terme, mais le mieux, c'est en fait de combiner les deux. Et après, progressivement, là où le psy va prendre le pas sur le médicament. Sur le traitement. Et moi, je sais que généralement, le plus efficace, évidemment, sur l'instant T, c'est le médicament. Oui. Mais il vaut mieux pas en prendre fréquemment pour éviter de créer des dépendances, etc. Donc, si vous avez la possibilité, après, encore une fois, il y a aussi c'est pas la CPAF, je confonds toujours. Centre, justement. CMP. Oui, voilà. Les CMP. Oui, il y a du centre médico-psychiatrique, si j'ai pas de bêtises, ou quelque chose comme ça. Absolument. Qui, eux, vous peuvent vous prendre en urgence. Vous pouvez être accueilli par une infirmière psy, puis après, voir un psychologue ou un psychiatre pour avoir un suivi, qui cette fois peut être gratuit. Les CMP, c'est une bonne alternative dans l'urgence, si ça va vraiment pas. Il y a aussi à la fac, parfois, le SUMS. Je sais pas si c'est dans toutes les facs comme ça, mais nous, par exemple. Oui, ils ont changé de nom. Ah oui, c'est vrai, ils ont changé une fois. De santé étudiante. Voilà, ça aussi. J'ai été les voir pour avoir les contacts de ma première psy. Et donc, vous êtes reçu par une infirmière psy, qui, elle aussi, vous fait un petit diagnostic, vous donne les conseils et tout, et vous donne une liste. Ça se faisait comme ça avant, maintenant, vu que ça a changé avec les dispositifs, mais c'est des psy. Bon, moi, je sais plus c'est quoi le titre, mais qui permet d'avoir des séances remboursées. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien différent. Mais c'est vrai que moi, on m'avait donné une liste de tous les médecins qui faisaient partie du dispositif qui existait à l'époque et qui remboursaient 8 séances annuelles. Donc c'est déjà bien, à hauteur de 50 €, je crois. Comme c'est aujourd'hui, sauf que là, ils ont étendu à 12 séances par année. Cool. Ça fait une par mois. Et si vous en avez le besoin, allez-y. Vraiment, on le répète généralement à chaque épisode où la santé mentale est en compte, mais prenez-le vraiment en compte. En fait, je pense que santé mentale et santé physique, ça prend au même point. Oui. Vraiment.
si on prend pas soin de sa santé mentale, on peut pas prendre soin de sa santé physique. La santé Absolument. mentale joue beaucoup sur le physique. On peut avoir des douleurs musculaires, de la fatigue et autres qui sont plus que juste des douleurs physiques ou des douleurs musculaires. C'est dû à un problème psychique qui arrive. Absolument. Et du coup, pour moi, vivre avec de l'anxiété, c'est super dur. Je vais pas mentir, ici on fait preuve d'honnêteté, c'est ultra dur de vivre avec de l'anxiété. L'anxiété au quotidien, si vous vous réveillez le matin, vous savez pas forcément comment vous allez vous sentir. Et une seule pensée peut complètement changer votre mood de la journée, littéralement. Hein. Moi, je sais que je peux me réveiller très très bien. Et puis il suffit d'une pensée ou quoi, et ça y est, je vais tout de suite partir en panique, etc. Donc c'est vraiment cet effet de yo-yo psychologique, vraiment t'es en mode ouh, ça va, puis après d'un coup ça va pas, et puis après ça va mieux. Et On dirait ma journée d'hier, mais c'est carrément ça. j'ai posé les bons mots dessus. C'est causé, c'est vraiment se réveiller, être bien. Ouais. Penser à un truc, être pas bien, culpabiliser de ne rien faire. Dire je procrastine alors que non, on procrastine pas, juste la santé mentale prend dessus, on a rien à foutre. Absolument. Ce côté-là. Donc ouais, vraiment, c'est difficile de vivre avec l'anxiété plus qu'on ne pense quand même. Plus qu'on est Puis après, t'as des variantes, parce que par exemple, tu peux avoir l'anxiété sociale, pas de bêtises, où là, c'est toute interaction avec être humain qui peut jouer. Ouais, qui peut être compliqué. Absolument. Ça peut être juste, aller en cours, etc., etc. Et puis après, il y a l'effet culpabilité, l'effet cercle vicieux, tout ça. Donc, ouais, très compliqué vivre avec l'anxiété, vraiment. Waouh. J'ai cette vicieux d'anxiété je fais une crise d'anxiété, donc je vais pas bien, donc je procrastine, mais pas volontairement, je procrastine parce que la santé mentale prend dessus, et je culpabilise en procrastiner, sauf que la culpabilité me fait retenir une crise d'angoisse. C'est un cercle, c'est une... Vraiment, moi, j'avais cet effet-là, et justement, ça fait la transition parfaite pour travailler et faire ses études avec de l'anxiété. Ça m'arrive souvent dans le cadre des cours, où en fait, je vais avoir... je suis très compliquée à mettre au travail, hein, vraiment. Mais encore plus quand j'ai de l'anxiété, parce que je suis vraiment pas bien. Et puis après, t'es tellement pas bien psychologiquement que ça répercute physiquement, et du coup, t'es super fatigué. Donc du coup, tu vas rien faire parce que techniquement, t'es trop fatigué. Et après, finalement, tu vas reculpabiliser parce que tu dis, mais j'ai pas pu avancer sur mon travail. Et en fait, c'est une boucle vraiment sans fin où t'es là, tu culpabilises, mais tu fais pas, tu culpabilises, tu fais pas. C'est comme ça. Et t'es là, t'es en mode... Et justement, ça se répercute davantage dans les études qui t'imposent, entre guillemets, un cadre, des règles fixes, en fait. Vous devez rendre tel examen là, et vous devez le rendre. Point final, il y a pas d'autre option. Et donc, je pense que, justement, et après, moi, je ne travaille pas hors de mes études, donc ça, c'est plus toi qui peux en témoigner. Mais j'imagine aussi que quand t'es au travail, t'as des tâches à accomplir, et si psychologiquement, tu te sens pas capable d'accomplir ces tâches, ça peut être super compliqué, etc. Oui, j'ai fait le choix de prendre un boulot à côté de mes études pour ne plus survivre, mais essayer de le vivre. Parce que financièrement, aussi, c'est difficile. Je vais juste revenir rapidement sur le point de la fac. Je suis totalement d'accord avec toi. Vraiment. Globalement, le fait de se mettre au travail, c'est très difficile. Ou alors, moi, encore plus, vu que j'ai un boulot à côté. En plus, oui. Que mon temps de révision est ultra réduit parce que en dehors des cours, il y a ce côté de, par contre, j'ai pas le temps de me mettre à réviser parce que, je rentre et je rentre chez moi après le boulot, il est 21h. Je mange, donc ça fait qu'il est 21h30. Puis après, il est 21h30, je recommence à 9h le lendemain. J'ai un peu envie de me détendre, j'ai pas envie de bosser les cours, donc il y a ce côté de, là, faut que je me mette à mes cours, il est 21h. Flemme. Il y a cette tête de là, vraiment, j'ai juste envie de reposer mon mental. Oui. Mais, je pense que c'est difficile de se mettre au travail aussi, nous, dans nos études, parce que on n'est pas dans une étude qui est, dans un cadre d'études qui est ultra, organisé, genre on a fait une fac. C'est pas comme un BTS ou je ne sais quoi qui, cette fois, a plus un rythme scolaire au lycée. La fac, c'est ultra libre. Ultra libre, en fin de compte, que t'es ou pas ton année, ils s'en foutent un peu. C'est ça. Il y a ce côté de, en fin de compte, c'est toi qui dois mettre au travail et toi-même, c'est parce que t'as pas de trucs réguliers particulièrement à rendre, c'est pas toi et toi-même, parce que, en fin de compte, c'est vraiment ce côté-là. Après, là, ça va dans la licence où on est. On a quand même des bons professeurs qui n'ont pas j'ai haute. Mais j'ai fait une année de droit. Ça veut dire c'est pas la même chose, hein. Tu peux dire, c'est vraiment chacun pour sa pomme. Ouais, littéralement. Correct. Pour être correct et ne pas faire des bifs.
C'est ça. Mais ouais, avec le côté travail, c'est pas forcément simple. Parce qu'il y a ce côté, j'ai pas le temps de me réviser, de me poser et autres. J'arrive à faire, je ne sais comme, la distinction quand même, pro et fac. Ça reste les deux pro, mais d'un côté. Donc j'arrive à, quand je suis au boulot, ne pas penser à la fac, et quand je suis à la fac, ne pas penser au boulot. Ça, c'est bien. Bon, quoique parfois, je lui pense parce que je suis juste du genre, j'ai pas envie d'y aller. C'est vraiment de la flemme. Mais j'y vais quand même en rentabilité parce qu'il faut bien payer le loyer. Absolument. Mais ouais, non, j'arrive à faire la distinction entre les deux. Mais ouais, c'est un manque de temps par derrière qui crée de l'anxiété aussi quelque part, quoi. Parce que j'ai genre, ouais, mais j'aimerais bien faire plus de choses à côté. Mais j'ai des projets qui peuvent être en dehors des cours ou autres, mais que je peux pas totalement pas faire comme je souhaiterais parce que j'ai pas le temps, par contre, du tout. J'ai déjà pas le temps pour me reposer, regarder une série. Ouais, alors. Qu'est-ce que je vais faire avant ça dans un projet? Donc ça ralentit un peu, tout ça, les temps que j'ai, le temps que je m'accorde. Je me suis pas du tout accordé assez de temps l'année dernière. Clairement pas. Faut s'accorder son temps à soi, vraiment, se dire, là, je vais faire un truc seul. Je vais me poser, je vais faire un truc, je vais me regarder une série, je vais lire un bouquin. Vraiment seul. Personne autour de moi. Bah d'ailleurs, c'est marrant que t'en parles parce que mardi, je me suis littéralement emmenée en date. C'est trop bien fait des soirées. Faites des dates en solo, c'est incroyable. En fait, au resto, au ciné, c'est trop bien. Oh mon Dieu, mais j'aime trop. Et parce qu'en fait, genre justement, avec ce podcast qui demande énormément de travail, je suis assez sollicitée socialement parce que il faut enregistrer, donc c'est interagir socialement, il faut parler. Après, moi, j'ai le montage derrière, j'ai publié les épisodes. Du coup, je suis extrêmement sollicitée dans tous les points. Et mardi, j'ai fait, j'ai pas d'enregistrement. Est-ce que je vais pas aller au musée? Genre, je suis allée au musée, je suis allée à la bibliothèque et j'ai lu et j'ai travaillé sur un autre projet. Et ça m'a fait un bien fou parce que justement, je me suis déconnectée cérébralement. Et là, j'avais plus d'anxiété, j'avais rien. Juste profiter de la vie. Faut que je le fasse là, avec mes grosses crises d'anxiété pour avant, j'ai eu ce que je le fasse absolument avec moi-même. Absolument. Emmène-toi au restaurant. Je peux aller, mais je vais faire un petit truc. Oui, mais franchement, je vous encourage vivement. Et justement, d'ailleurs, ça fait un peu la transition parce que il y a 2 ans, je suis partie à Londres toute seule. Voilà. D'ailleurs, ça va être le sujet d'un épisode voyage en solo. Mais en fait, je suis partie à Londres parce que ma santé, c'était en 2022, donc c'est le moment où ma santé mentale, elle était dead over. J'étais vraiment au bout du bout. Et je me suis dit, tant pis, j'y vais. Et justement, là, mon anxiété, et étonnamment, mon anxiété était pas si forte parce que, oui, ça demandait beaucoup de travail, hein. Je vous assure que organiser un voyage toute seule et y aller après, tu te retrouves dans un endroit que t'as jamais été auparavant. C'est trop bien ça. Je sais. Et finalement, tu vois, beaucoup de personnes m'ont dit, je sais pas comment t'as fait, j'aurais jamais pu le faire. Et justement, c'est ça aussi qui est assez drôle avec l'anxiété. C'est que les choses les plus simples vous semblent impossibles, mais les choses les plus compliquées vous semblent super. Par exemple, je préfère partir en voyage solo que d'avoir un crush. On a besoin de me condamner la mienne. Et d'aller flanquer dans les montagnes et d'y aller toute seule. Mais franchement, j'encourage vivement si vous avez évidemment les moyens. Je vous dis pas que quand je suis revenue d'Angleterre, mon compte en banque était à 100 €. J'étais plus vers le down que vers le up. Mais j'étais mentalement beaucoup mieux. Et il y avait ce sentiment de fierté où j'ai combattu mon anxiété. Alors oui, il y a eu des moments où ça n'allait pas forcément parce que peur de plein de choses, c'est logique aussi. L'anxiété que vous soyez à Londres, New York, Hawaï, ça ne changera rien. Mais ça peut faire énormément du bien. Et ça peut aussi moi, je sais que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur moi-même. J'ai compris que j'étais super indépendante et que j'étais capable de me débrouiller toute seule. Et ça aussi, je sais que moi, l'anxiété, ça met plein de choses. Enfin, je suis en mode, est-ce que je vais réussir à faire ça? Est-ce que je vais pouvoir faire ça toute seule, machin? Et en fait, quand je suis partie à Londres, j'ai fait, franchement, boss girl. Faut se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de tout faire. Absolument. Exactement. Et là où tu fais un énorme d'honneur à ton anxiété, tu vois, tu vas pas m'arrêter à ce point-là. Il n'y a pas besoin d'autres endroits pour partir en voyage. Absolument, vraiment, gars, les voyages en solo, incroyable. Je tente mon expérience. Je me ferai, je sais pas quand, je sais pas où, mais Et tu me diras où tu iras. Mais voilà, donc vivre avec de l'anxiété, c'est extrêmement compliqué, mais il y a des petits pas comme ça que vous pouvez faire et qui en fait
comme si vous faisiez un doigt d'honneur à votre anxiété en mode j'ai réussi à faire ça. Et je pense que c'est ça aussi qui est bien quand t'as de l'anxiété qui justement te fait croire que tu vas pouvoir rien faire de ton existence et que justement quand t'arrives à faire des choses comme ça, t'es juste en mode I'm so proud. Voilà. Je suis fière de moi, je le fais, c'est vraiment... Exactement. Soyez fiers de vous, hein, parce que déjà que se battre contre l'anxiété, c'est vraiment une fierté. très clairement. C'est une fierté de moi. Parce que voilà, comme on a dit précédemment, vivre avec de l'anxiété, c'est pas facile. Mais voilà. Et du coup, travailler, faire ses études avec de l'anxiété, finalement, on a fait le point. Toi, si tu veux rajouter quelque chose? Non, pas suffisamment, parce que j'ai tout dit par rapport à ça. Donc ouais, beaucoup de cercles vicieux avec l'anxiété. Et du coup, selon toi, comment l'anxiété affecte nos relations humaines? Ça peut parfois les solidifier, parfois être l'inverse, totalement. Ouais. Parfois, ça peut être un élément qui solidifie une relation. Par exemple, si vous êtes en face de une personne anxieuse aussi, ou une personne qui a des problèmes de soucis mentaux, vous allez vous rendre compte qu'en même sur plein de points, vous allez faire mais on est d'accord, on a les mêmes trucs là. C'est ce côté de vraiment la relation se renforce parce qu'il y a des trucs de vie, il y a des instants de vie, il y a des traumatismes, il y a des choses comme ça qui sont compris par la personne en face qu'une personne qui n'a pas forcément trop de soucis de santé mentale a. Donc il y a ce côté-là. Mais parfois ça peut être compliqué, ça peut totalement faire vriller une relation si l'anxiété prend le dessus sur la personne. Parce que ça peut. Par contre, la personne qui est en face n'arrive pas à réguler cette anxiété de l'autre personne. Et ce côté du genre, ouais, là, c'est un trop plein, je me rends compte. C'est genre, la personne en face n'est pas faite pour supporter votre anxiété non plus. C'est à vous de la réguler en face d'autres. Parce que c'est plus simple à dire qu'à faire dans les faits, clairement. Et par contre, c'est savoir se gérer, mais savoir avoir quelqu'un en face qui puisse réguler tout ça et qui n'ait pas peur de ça. Parce que si vous tombez sur une personne qui a peur de l'anxiété, qui a peur du, je sais pas, qui est globalement pas simple pour les personnes anxieuses, là, ça va pas aider, hein, c'est quelqu'un qui va plus fuir, plus que aider. Donc ça, c'est pas bon. Et les personnes qui fuient, c'est bête, mais faut le laisser partir parce que s'ils fuient par rapport à votre santé mentale, c'est pas vous le problème, c'est eux qui n'ont pas été capables de supporter ce poids-là qui est la santé mentale, qui n'est pas à négliger quand même, et tout le monde ne peut pas avoir la capacité de soutenir ça. Oui. Globalement. Il faut pas vouloir la personne forcément en face non plus, parce que elle aussi a des soucis de son côté, elle arrive pas, c'est trop pour elle. Vraiment, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est peut-être un équilibre à avoir d'une certaine manière, parce que, en fait, il faut que la personne en face, je dirais, faut que aussi bien la personne en face comprenne que vous ressentez ça, mais que elle aussi, ses sentiments sont légitimes, parce que parfois, justement, le fait de vouloir aider quelqu'un qui est en face, qui vit des moments compliqués, on a tendance à s'effacer et à dire, faut qu'on mette en avant, faut qu'on prenne soin de la personne et qu'on la mette en avant. Moi, je sais que si, par exemple, même quand je vais pas bien, j'aime bien ça. Petit bug. J'aime bien ça, même si je vais pas bien, j'aime bien que la personne aussi se révèle d'une certaine manière. C'est pour ça que j'essaye d'être le plus open sur mes sentiments, même si c'est encore quelque chose que je travaille. Parce que, je me rends compte que, par exemple, une fois, j'ai une petite anecdote, je parlais dans mon groupe d'amis, et j'avais lâché une bombe, parce que, en fait, on va en parler après, mais parfois l'anxiété peut mener à la dépression. Et ça peut créer ce qu'on appelle un trouble anxio-dépressif. Mais comme quoi, finalement, tout est lié. Et j'ai balancé cette bombe dans mon groupe. Et j'étais là, putain, j'ai gâché l'ambiance. Anxiety check, putain, j'ai gâché l'ambiance. Panique à bord. Et en fait, pas du tout, parce que tout le monde s'est mis à parler de sa santé mentale. Et du coup, j'étais chaude. Trop bien. Trop bien, I made it. Les bombes, comme quoi, parfois, c'est pas si mal. Exactement, donc n'hésitez surtout pas je sais que c'est très compliqué, mais n'hésitez pas à lâcher des bombes comme ça, justement, parce que la personne en face va se dire, elle vit ça, du coup, moi aussi, je peux lui parler de mon expérience. Et surtout sur les personnes qui ont du mal à parler ouvertement de ce qu'elles ressentent, justement, avec, à un moment, on va parler de cacher sa santé mentale, voilà, avec une de mes meilleures amies. Et justement, en fait, c'est finalement très, comme tu dis, ça peut vraiment solidifier les amitiés, ou au contraire, si la personne, puis après, ça dépend ce que la personne entend par l'anxiété, parce que on va le voir juste après, mais il y a beaucoup de clichés
et beaucoup de misconceptions sur ce qu'est l'anxiété. Et donc forcément, si elle part du principe, c'est un petit stress, arrête de stresser, bon bah là c'est sûr que c'est pas bon. Déjà, c'est red flag, fuyez. Et Ça va bien expliquer de A à Z et vous quittez le date et vous le rappelez jamais. voilà, c'est ça exactement. En fait, alors l'anxiété c'est pas que du stress, hein, sinon ça se saurait. Sinon beaucoup de personnes vivraient un peu mieux. Oui. Mais voilà, ouais, je pense que ça peut affecter positivement. Et moi je sais que moi c'est un truc dont j'avais un petit peu peur parce que avec mon anxiété, ma vision de moi-même a changé forcément. Et en fait, justement, j'ai ce moment-là avec mes meilleures amies, parce que mes meilleures amies qui sont très un peu sanguines, tu vois, genre quand ils veulent te dire merde, elles te diront merde. Et sauf que moi, faut pas me dire merde, tu vois. Tu peux, mais je te garantis pas qu'après je vais pas faire une crise d'angoisse, tout ça. Donc ce qui fait que dans un cas où on a un désaccord, elles savent tout de suite comment réagir. Et donc, elles se remettent en question. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui est pas facile et qu'il n'y a pas tout le monde qui puisse se remettre en question. Parce que il y en a qui ont beaucoup de mal à se remettre en question. Vraiment. Donc ça inclut vraiment se remettre en question. Et aussi, c'est bête, mais si vous aimez la personne, vous pouvez vous remettre en question. Ça, il n'y a pas de souci. Le point le plus important, comme dans toute relation humaine, amoureuse, familiale, amicale, communication. Absolument. Communiquer pour votre santé mentale, à votre compagnon, votre famille, tout ça, à des personnes de confiance. Comme ça, moi, ils savent relativement comment ils doivent réagir face à une crise, face à tout ça. Ne cachez pas que vous êtes anxieuse, ne cachez pas que vous faites, peu importe le souci de santé mentale, ne cachez pas que vous avez des tocs, ne cachez pas une dépression. Parce que vraiment, ça se ressentira. Oui. Et ça sera pas bon. Ça ressort même plus fort, je trouve. Je sais qu'il y avait un moment où j'avais essayé d'apaiser, cacher mon anxiété. Je te connais, ça m'a dit, mais t'as cru quoi, toi? T'as cru que tu pouvais me cacher comme ça? Et j'ai fini vraiment gros down, donc ne le faites pas. Non, ne pas cacher son anxiété. C'est pas bon. Elle est là. Santé mentale, parce que ça revient à ce que tu vas parler. C'est du masking, et c'est le fait de cacher sa santé mentale. Absolument. Et le jour où elle reprend le dessus, c'est pire. Ouais. Clairement. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Vraiment déconseillé à 100%. Et du coup, ça en revient finalement au comment gérer une relation amoureuse avec l'anxiété. Je pense que la communication est primordiale. Oui, la communication. Vraiment. Communiquer sur ce qu'on ressent, que les deux le fassent. Et vraiment, avoir quelqu'un qui puisse, par du contact physique et ou des paroles, vous rassurer et être un peu régulateur de ça. Si vous êtes avec quelqu'un qui n'arrive plus à réguler ou qui n'arrive tout simplement pas à réguler, qui va directement s'emporter, s'énerver, des choses comme ça, dès que vous dites je suis anxieuse, je veux rien, j'ai besoin de ma vie, ou des choses comme ça, c'est pas bon. Non. C'est pas bon. Ne pas rester avec cette personne. C'est pas correct, parce que tout le monde est légitime d'avoir du stress et de l'anxiété, sauf que le stress et l'anxiété ne légitiment pas la violence. Et que ça soit de la personne anxieuse ou de la personne qui est dans la relation qui n'est pas anxieux, c'est pas bon, en fait, ça justifie rien. Et les personnes qui ne comprennent pas l'anxiété sont incapables de pouvoir comprendre. Donc les relations amoureuses, c'est bien au partenaire de vous. Littéralement. Par rapport à ça. Ouais. N'allez pas avec quelqu'un qui vous dira que non, mais c'est juste du stress, ça va aller. Ouais. Non, ce n'est pas juste du stress, c'est une maladie mentale. Et ça m'a bien choisir son partenaire. Être à l'écoute de chacun. Si la personne vous dit là, j'ai du mal à gérer, prenez du recul, essayez de gérer vous-même. Et si la personne vous dit là, je suis open à gérer tout ça, faites-le, mais vraiment la communication. Vraiment, on ne le répétera jamais assez, mais communication, guys, please. Vraiment, c'est vraiment, t'as tout dit. Je pense que, en effet, parfois, je sais que ça peut être difficile, de se remettre en question, etc., mais c'est vraiment primordial parce que, justement, moi, je sais qu'en tant que personne anxieuse, je déteste les personnes qui sont en colère. Pas, je les déteste en mode, vous me répugnez. Mais la colère me fait terriblement peur et me fait ressentir une anxiété immédiate, tu vois. Des gens qui crient, sachez-le. Pour nous, personnes anxieuses, enfin, moi, je sais que ça va pour toi et je pense que ça marche pour nous deux. C'est, des gens qui crient, par contre, tout va se mettre à chialer. Tout bonnement. Si c'est pas nous qu'on engueule, si c'est quelqu'un d'autre, moi, j'ai déjà vu ma sœur engueuler mon neveu et je me suis mis à chialer. Ouais, c'est... Parce que juste, je ne supporte pas les cris. La colère, c'est... Et surtout parce que, malheureusement, parfois, avec la colère, on va dire des choses qu'on ne pense pas forcément. Moi, je sais que, parfois, quand je fais face à des gens en colère et qui peuvent dire des choses, tout de suite,
moi je me dis que c'est moi le problème, que c'est de ma faute, et du coup, très vite, très rapidement, la crise d'angoisse arrive, quoi. Donc, gardez votre colère. Non, pas devant nous, voilà. Vous pouvez insulter un mur, insulter un coussin, ce que vous voulez, mais en face, parce que vraiment, je trouve que, et même moi, je ne ressens pas beaucoup de colère, et quand j'en ressens, parce que ça m'est arrivé une fois d'être vraiment en colère, parce que justement, j'accumule, littéralement, j'ai frappé dans mon coussin, un premier lieu. Des grosses crises d'énergie. J'ai remarqué aussi, je suis pas quelqu'un de forcément beaucoup énervé. Et je peux être tendue et pas forcément énervée. Voilà, exactement. Et moi, les moments où j'étais énervée, c'était des crises de nerfs dues à mon accumulation. Et c'est le moment où t'as envie de frapper dans quelque chose vraiment. Moi, j'avais rien pour frapper dessus, à part des humains, de frapper sur personne, c'est sûr. J'ai juste... je suis sortie, j'ai chialé. Parce que, voilà, terroriser d'une façon, c'est qu'il est plus. Voilà. Et ouais, non, la colère, si vous êtes avec un compagnon, un ami ou autre, qui, mais vous allez pas bien, vous criez dessus comme un enfant de 5 ans, comme on criait sur un enfant de 5 ans qui vient de faire une grosse connerie. Ouais. Non, là, c'est pas bon. Ne le faites pas. Absolument. Ne restez pas avec cette personne. C'est pas bon. Non, c'est pour ça, genre, si j'ai des personnes anxieuses qui m'écoutent, évitez peut-être justement des partenaires qui ont tendance à être colériques. Je sais que beaucoup de gens travaillent, je connais quelques personnes qui travaillent dessus. Donc, dans ces moments-là, c'est super. Mais, évitez les gens qui refutent. Tu vois, c'est les états de dire. Qui refoulent leur colère. Ouais. Parce que de toute façon la colère c'est un sentiment beaucoup trop fort qu'on peut pas, on peut la dire plus bon, ok d'accord, mais ça va revenir à un moment, ça va revenir peut-être plus fort. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous sentez la colère monter, limite à faire une séparation. Tu vas là-bas, va prendre l'air. Vaut mieux, parce que ne jamais être en colère contre quelqu'un qui a de l'anxiété. Alors je pense que c'est important de faire attention aux personnes sanguines. Oui. Qui ont ce côté très impulsif, qui peut être compliqué pour les personnes anxieuses à gérer, mais après ça dépend de la personne aussi. Si la personne, comme tu dis, fait des efforts, ça peut le faire, mais il faut qu'il y ait des efforts de deux côtés. Donc, absolument. Que la personne en face comprenne que la colère, nous, ne va pas de pair avec l'anxiété. Enfin, pour certains cas, nous, c'est notre cas. C'est notre... Après, encore une fois, voilà. Vous supportez très bien écrit. Tant mieux pour vous, moi, ne me supporte pas. Ah non, vraiment, juste déjà un désaccord, ça peut me faire pleurer. On crie. Rêvez pas, les gars. Mais oui, puis ouais, être avec quelqu'un de compréhensif qui justement, même parfois justement l'anxiété c'est plus que mental, c'est aussi physique. Et parfois on peut avoir des tics. Moi je sais que par exemple quand je suis stressée, je joue beaucoup avec mes bacs, je suis comme ça, que je joue avec mes doigts, etc. Et justement, quelqu'un peut-être assez observateur qui va dire ah là elle est anxiété, donc je vais essayer de faire quelque chose. Je me craque les doigts. Je n'ai jamais su me craquer les doigts toute ma vie. Sauf en période. Sauf à partir du moment où j'ai commencé à être anxieuse. C'est-à-dire que je ne savais pas les gens savaient le faire. J'étais, oh putain, ils savent faire ça. Trop stylé. Et moi, j'ai jamais su toute ma vie jusqu'à commencer à être anxieuse et je me craque régulièrement les doigts quand je suis anxieuse. Ah ouais. Ouais. Là, j'ai envie de me craquer les doigts. On peut pas parce que ça fait faire du bruit. Tu peux, je trouve. Ouais. Non, mais c'est pas, je pense que c'est plus que devenu un truc d'anxiété. C'est devenu un peu pas un toc, mais un tic plus de, genre, j'ai besoin de le faire. Il y a plein de petits trucs comme ça, ouais, d'un coup, je joue avec mes bijoux aussi. Je suis quelqu'un qui porte un collier, des bagues, donc je joue beaucoup avec tout ça. Après, j'ai toujours été quelqu'un qui touchait tout le temps à tout. Genre, j'ai grandi avec une mère qui dessinait sur des petits bouts de papier pendant qu'elle était au téléphone. Ouais. Bon, vraiment, je vais avoir signe. Oui. Donc, à ce côté, ouais, j'ai besoin de toucher quelque chose ou de faire quelque chose de mes mains. Parce que sinon, je fais chier. C'est ça, il y a ce côté pareil, j'ai toujours un collier. Et quand j'ai pas de collier, ça me rend nerveuse parce que comment je vais faire si j'angoisse dans la journée, tu vois. Oui, est-ce que t'as du genre, tu oublies mon collier? Comment je vais faire? Comment je fais? Donc, voilà, si, justement, parce que l'anxiété, ça touche pas tout le monde, ça peut toucher tout le monde, mais il y a des gens, vous êtes très chanceux, qui n'ont pas d'anxiété, ou en tout cas, qui en ont potentiellement, mais, ça se manifeste pas aussi souvent. Essayez de justement être les personnes, je sais que ça peut être très chiant de s'attarder à des détails comme ça. Mais bon, après, si vous êtes avec une personne, c'est que vous l'aimez, non? Bon, alors. Au bout d'un moment, sinon, qu'est-ce que vous faites avec cette personne si vous n'êtes pas prêt? Voilà. Donc, ouais, être assez observateur. Et si vous avez des comportements colériques... Pas envers la personne anxieuse. Exactement, voilà. Poussant envers votre jeu vidéo.
Voilà. C'est ça, pas envers un être humain. Si vous êtes colérique, criez sur des gens avec qui vous jouez, vous faites des LAN sur League of Legends, bon, les couilles, je m'en fous, mais voilà. Criez pas sur les gens, ça n'aide pas. Voilà. Sauf si vraiment ils ont fait une grosse connerie, mais l'anxiété n'est pas une variée, donc pas. Non. Et aussi être ouvert sur le fait, c'est ce que tu disais, sur le fait que justement un anxieux peut s'attarder à tous les petits détails et on peut avoir la réputation d'un peu casse-couille, mais je pense que voilà. Mais voilà, si par exemple il y a eu un petit truc que vous avez fait et que ça pose question, parce que en fait ce qui est compliqué avec les personnes anxieuses, et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment être prêt psychologiquement à être avec une personne anxieuse. Moi je sais que par exemple je pourrais peut-être pas avec une personne qui a la même anxiété que moi, parce que je sais que déjà même moi j'ai du mal à me supporter, etc. Donc qu'est-ce que je disais à la base? Ah oui, si pareil, je sais que par exemple, moi je suis quelqu'un qui s'attarde beaucoup aux détails. Ça peut être tout con, mais un changement de ponctuation, un changement de apparition de point, quand on m'appelle par mon prénom. Ma meilleure amie, elle fait souvent ça, dit yes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait une connerie? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et à chaque fois, elle est en mode, et non, je ne le fais pas alors. Bon, de comportement ici. Ouais. Avec un an et demi pendant son compagnon. Et on a un appartement. Et parfois, il y a des moments où c'est du genre, ah, mais là, il est pas comme avant et tout. C'est source, là, un peu d'anxiété du genre, ouais, mais c'est différent, c'est pas pareil. Genre, juste, il fait autre chose, il est pas à la tête à ça, des trucs comme ça. C'est ça. Et signe qu'il trompe pas, donc je me suis fait quitter parce que j'ai senti que ça arrive aussi. Et parfois, c'est juste vraiment des moments où, la personne a besoin un peu de déconnecter aussi de son côté, et c'est normal, c'est ça. C'est normal pour l'autre personne, parce que, par contre, les personnes anxieuses vont être un peu du genre, that's me, I'm the problem, it's me. Il y a un problème, moi j'ai fait quelque chose de mal et tout, toujours aller chercher vers le mal. Donc peut-être entouré de personnes saines. Moi, quand je me suis fait quitter, j'ai demandé à mon ex s'il y avait eu des choses que j'avais fait qui auraient pu me faire et tout. Et vu qu'on a discuté de tout ça comme des adultes, par contre, je me suis rendu compte que non. Et il m'a fait sentir et comprendre que non, par contre, je n'avais pas été un souci ou autre. Donc, soyez les personnes qui vous le disent et qui savent exprimer si jamais ça a été un souci. Et si ça n'a pas été, qui savent le dire aussi. Et absolument. C'est le plus important. Je pense que il y a vraiment ce faire preuve d'honnêteté. Mais je sais que il y a quelque chose qui peut être et c'est une de mes phobies, c'est que les gens savent que j'ai fait quelque chose de mal, mais moi je ne le sais pas. I explain myself because it's a little words. Par exemple, admettons je vais faire une petite bêtise. Ça peut arriver, on n'est pas parfait, on est des êtres humains. Tout mon entourage va savoir que j'ai fait cette bêtise, sauf moi. Ça arrive souvent parfois, tu sais, genre ta famille discute entre eux, dit il y a quelque chose qui a un peu changé, machin. Et moi je vais pas le savoir. Et moi ça c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Je préfère que la personne me dise écoute, là ce que t'as fait, j'ai pas apprécié. De toute façon dans tous les cas, je vais être anxieuse les gars. Donc l'honnêteté absolue, une honnêteté absolue. Et même justement si vous êtes avec quelqu'un d'anxieux amoureusement parlant, c'est de dire là t'as rien fait de mal, juste en fait, faire un peu le premier pas avant le cerveau, vous voyez ce que... Avant dire, voilà, je vais juste prendre un instant pour moi et tout. Voilà. Je vais mettre de mon côté, t'inquiète pas, t'as rien fait, juste, voilà. Ce petit côté-là, un peu rassurant, comme si c'était un enfant qui avait fait, qui avait peur tu sais, d'un monde sous son lit. Ouais. C'est avant que ça arrive, le soir avant de coucher, l'enfant, tu dis, t'inquiète, y'a rien sous le lit, ça va aller. Anticiper. Tranquillement, anticiper. C'est pour ça que c'est difficile, en fait, on est un peu casse-couille. Et puis ça peut aider certaines fois dans la relation, donc ça vient à la communication, faites communiquer beaucoup. Absolument, vraiment la communication c'est la base dans tout, mais encore plus quand vous êtes avec une personne qui doute en permanence, parce que l'anxiété aussi, on a un petit peu évoqué, c'est vraiment le doute de tout, on doute de nous-mêmes, on doute des relations, on doute de vraiment plein de choses, donc essayez d'être cette main un peu rassurante. Et vous aussi, n'hésitez pas aussi, parce que comme on a dit, c'est réciproque, si vous aussi vous sentez anxieux, si vous vous sentez anxieux ou quelque chose comme ça, ou même stressé, n'hésitez pas aussi à communiquer avec la personne anxieuse, parce que justement, comme ça, il y a ce sentiment, parce que nous, on sait ce que ça fait d'être anxieux et d'être paniqué pour tout, donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter finalement? Pas par rapport à ce point-là. Pas par rapport à ce point-là. Et bien on va pouvoir passer sur les clichés de l'anxiété, parce que Dieu sait qu'il y en a, des clichés sur l'anxiété. Non mais c'est juste ça va passer, c'est rien. Beaucoup de dévalorisation de l'anxiété. Absolument. Vraiment du genre, non mais t'inquiète, c'est rien, ça va passer. Non. Ah non. Dans les faits, non. Ça serait sinon.
c'est quelque chose qui revient beaucoup. Qu'est-ce qui peut revenir beaucoup? Il y a beaucoup de stéréotypes, genre c'est beaucoup de stéréotypes qui tournent du fait, c'est que du stress. Ouais. Globalement, c'est pas grave, t'as pas besoin d'aller voir un médecin, t'as pas besoin d'aller voir tout ça. Si, allez voir, allez consulter. Là, après, j'en ai pas en tête là tout de suite, mais il y en a plein d'autres, je les ai oubliés. J'ai... On en avait pas mal pendant le brainstorming. Non, complètement. Je les ai pas notés. Vous Here we girls. Je pense que ouais, en vrai, le principal, c'est vraiment cet effet parce qu'on associe l'anxiété au stress. Après, il y a aussi peut-être des petits trucs en mode, c'est que dans ta tête. Alors, le point principal, c'est dans la tête. Mais il y a des répercussions physiques. Et justement, on va en parler dans le point d'après, donc je vais pas trop spoil. Mais justement, il y a énormément de signes qui font que c'est pas juste dans ta tête. C'est aussi c'est omniprésent dans ton quotidien. Et puis, l'anxiété aussi, on peut pas dire que c'est une période qui va passer parce que, alors, oui, il y a des périodes plus fortes, mais il y a des choses qui sont vraiment ancrées dans ton quotidien. Moi, je sais qu'il y a des trucs que je fais. C'est vraiment, genre, dans mon quotidien, mais le problème principal, c'est l'anxiété. C'est ce qu'on avait vu. En fait, le truc, c'est que l'anxiété, c'est un énorme bloc et t'as 1 milliard, mais vraiment premier degré, on peut pas tout traiter en un épisode, mais il y a 1 milliard de choses qui vont pas, en fait, mais qui viennent de l'anxiété de base. Donc non, c'est pas que dans notre tête. Une dévalorisation des symptômes. Absolument. Que, c'est, comme on dit, c'est physique, ça va aller vers des symptômes physiques tels que des maux de tête, des choses comme ça. Et c'est bien plus que du stress. Le stress provoque des symptômes physiques aussi, mais sur du court terme. Et je pense qu'on l'a tous expérimenté, la boule au ventre, le fait d'avoir du mal à parler, des choses comme ça. C'est des symptômes normaux du stress. Mais ouais, dévalorisation de la durée aussi. Ouais. Le stress, à un moment donné, anxiété, c'est tous les jours, quasi tous les jours. À minima, voilà. Je sais pas que c'est tout le temps ou un peu 24, mais que forcément il y a des passages où il y a de l'anxiété plus ou moins forte. Beaucoup les soirs. Moi, ça me bluffe. C'est vrai. C'est parce que c'est un moment où on n'est pas forcément le plus sociable. On est plus dans notre bulle à haut de nous. Et forcément, qui dit être dans notre bulle, dit beaucoup penser, dit crise d'anxiété. Yes. Ouais, non, je pense qu'il y a une totale dévalorisation. Ouais. Mais je pense que la vieille époque, des personnes, même des médecins, encore aujourd'hui, peuvent être fermés à ça. Tout ce qui est angoisse et anxiété. Moi, j'ai la chance d'être suivie par des gens qui comprennent très bien au niveau médical. Mais ouais, je suis déjà tombée sur des médecins. Moi, la première personne qui m'a prescrit des médicaments contre ça, c'est une médecin qui m'a clairement dit c'est qu'une période de stress, ça va aller. Après, on était sur une médecin qui a quand même un certain âge aussi. Ouais, aussi ça. C'est aller la vieille époque. Mais on me dit ça, moi, je le regardais, j'étais du genre, en fait, ça fait déjà 2 semaines que je suis stressée. Ça fait beaucoup quand même de stress. C'est bizarre quand même, un peu. Ouais. Après, j'ai pas tout révélé à la médecin non plus parce que ma mère, j'avais pas envie de lui dire par rapport à ma relation toxique. Mais ouais, il y avait ce truc-là un peu moyen qui aidait pas. Absolument. Je pense qu'il y a un peu une misconception, encore une fois, de l'anxiété. Enfin, déjà, c'est vraiment je trouve un peu récent le fait que on soit tant ouvert sur la santé mentale. Et je pense que il y a par exemple, la dépression, ça se libère petit à petit. On arrive à comprendre que c'est pas juste de la flemme ou que c'est pas juste une déprime. Donc ça, c'est génial. Mais je trouve que l'anxiété, on a encore un petit peu plus de mal. Moi, ça va parce que j'ai grandi dans une famille où mais par exemple, ma famille ne comprend pas tous les signaux d'anxiété, tu vois. Parfois, on peut aussi vous dire, t'es trop sensible, machin. Alors qu'en fait, c'est juste que, en tant qu'anxieux, on est attentif à absolument tout. Et croyez pas, nous aussi, on est fatigués. Beaucoup de sensibilité. Absolument. Beaucoup de fatigue aussi. C'est à ça, on revient au point des trucs physiques. Mais ouais, il y a une fatigue qui s'accumule et autres, qui est plus que s'il y avait juste du stress. Si vous avez des collègues qui vous disent, des collègues ou je ne sais qui vous disent, t'as l'air stressé? Oui, c'est normal. C'est normal, parce que les gens ne sont pas forcément au courant non plus. Vous savez faire la différence entre une personne anxieuse et une personne qui ne l'est pas, et qui le fait croire. Je connais quelqu'un qui fait croire un peu qu'elle est anxieuse, alors que nope. Ouh. Nope.
Faudra te rappeler des. C'est du genre, non, faut arrêter de s'inventer une vie normalement. Absolument. T'as des troubles Mhm. aussi. Ça c'est un point aussi. Vous pouvez vous autodiagnostiquer, mais Ouais. voir un médecin pour quand même essayer de mettre au clair les choses. Oui. Parce qu'un autodiagnostic peut être très bon, comme peut être totalement catastrophique. Absolument. Et juste vous mentez à vous-même. Et si vous vous mentez à vous-même, ou donc sur d'autres problèmes psychologiques par derrière. Oui, exactement. Alors, Exactement. ouais, beaucoup de dévalorisation à venir. Mais ça va aller. Oui. Si, moi, ça va pas aller. Je suis dans une crise, ça va pas aller. Il faut, laisse-moi 20 minutes et on va voir. Laisse-moi faire ma crise. Je pense qu'il y a un peu, moi, ce que j'appelle un peu cette toxicité positive où tu vois, ça part, dans 80% des cas, ça ne part pas d'une bonne intention. Ça part d'un fait réel parce que, oui, en effet, ça va aller à un moment donné. Mais, quand on ressent l'anxiété à ce moment-là, on n'a pas forcément envie d'entendre t'inquiète, ça va aller. Tu vois? Ce n'est pas. Ça sert à rien de me dire t'inquiète, ça va aller, alors que mon cerveau est en train de me dire non. Non, je n'en peux plus, je suis au bord de l'explosion. Je pense que vous pouvez essayer de rassurer, mais pas ces affirmations toxiques positives, tu vois, parce que à la limite plus dire t'as besoin d'un moment de te reposer, voilà. du genre t'as besoin de la tête seule, t'as besoin d'un moment comme ça, Mm. tu veux qu'on te crée tu veux aller si t'es au travail, tu veux aller te prendre une pause de 5 minutes, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui sont bien, je trouve, parce que ça va pas aller chercher la cause du problème. C'est ça. pas juste, et du genre, ça va aller, c'est, on comprend ton problème, va, prends le temps qu'il te faut, et après reviens. Tu vois, c'est ce côté-là de je vais pas chercher le pourquoi du comment. C'est ça. Voilà. C'est vraiment aller chercher, pas à rassurer la personne, mais à lui dire, tout simplement, va te reposer, tranquillement. C'est ça. Reprends ton souffle, reprends tes émotions, reprends tout ça, et après. Mais pas ça va aller. Ça sert à rien de dire ça va aller, la crise d'angoisse, ça sera là dans tous les cas. C'est ça. Allez là. Si tu veux que je fasse, Tu sais, c'est comme si, genre, on t'entend, t'inquiète, ça va aller, tu me dis, ah, ça va mieux, ça y est. Non, ce n'est pas de la magie. Oh, je vais bien d'un seul coup. Non, ça ne marche pas. C'est comme, là, je viens au sujet du prochain podcast qui va être le dernier qu'on va faire ensemble. Et, enfin bon, c'est ce côté du genre, le côté des sincères condoléances. Du genre, courage, ça va aller. C'est mignon, mais... Mais non, du coup. Cette condoléance ne fera pas revenir la personne. Donc, Non, voilà. faut voir ça un peu de cette manière-là de, peu importe ce que vous direz pour rassurer une personne face à une crise d'angoisse, une crise d'anxiété, à un événement traumatisant. Bah, c'est en train de se faire, c'est en train de se passer. Absolument. Ça peut pas mieux aller sur le moment-là. Peut-être dans plusieurs mois, mais pas là, quoi. Absolument. Enfin, c'est totalement ça. Donc, ouais, je pense qu'il y a vraiment tous ces effets-là, t'es là, tout le monde. Mais je n'ai pas envie d'entendre, je sais, enfin, de manière raisonnée, on sait que ça va aller, que c'est qu'une période. Mais l'anxiété, c'est justement le contraire de raison. Donc, ça sert à rien d'essayer de nous dire un propos rationnel, alors que dans le cerveau, enfin, vraiment, moi, t'inquiète, ça va aller, mon cerveau, il le voit juste comme une espèce de petite poussière et voilà, tu vois. Le courage, comme t'inquiète, ça va aller. Parce que le courage, il y a le côté du genre, tu vas t'en sortir. Quand il dit t'inquiète, ça va aller, c'est vraiment du genre, bah, ça va aller, quoi. C'est grave, en fait. Ça dévalorise. Je trouve d'être avec t'inquiète, ça va aller, dévalorise le truc du genre, c'est rien. T'inquiète. Tandis qu'un courage, il est là pour dire, c'est qu'une mauvaise passe. Ouais. Le temps va passer. Ça va aller. Et c'est vraiment dans ce côté-là, c'est pas genre, t'inquiète, ça va aller en dévalorisant, c'est, lâche ton peur. C'est ça. Genre, moi, là, je suis dans une grosse période de ma vie où je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je me sens un peu vide, globalement. Clairement. Bah, je me dis, putain, mais je veux rien foutre de ma vie, en fait. Et, d'un autre côté, j'ai des gens à côté qui me parlent de trucs, qui me motivent, qui essaient de faire tout ça. Mais ça va dans le positif sur du long terme. Ne pas aller chercher du positif dans la minute. Ça sert à rien. C'est ça. Absolument, absolument. Et bah, du coup, je pense qu'on peut passer au 11e point. Et ça fait déjà 1h24 qu'on tourne. Donc, ça sera beaucoup. Que le temps passe vite, mes aïeux. Donc, on va se retrouver pour la deuxième partie. La semaine prochaine. Dans quelques minutes. Prenez soin de vous. Oui. Très important. Une point important, votre santé mentale joue sur votre santé physique. Et il faut le comprendre. Donc, allez voir un médecin. Allez voir quelqu'un. Contactez le numéro d'urgence. Si ça ne va pas, contactez le 15 si vous n'allez pas bien. Et je n'ai plus les numéros. Là, tout de suite, pour la santé mentale, il faut vraiment qu'on les note quelque part. Vous pouvez se retrouver. Ouais. Sur Internet aussi. Prends ça niveau. Absolument. Et vraiment, c'est ultra important. Absolument. Tu as tout dit.
Bravo, bravo, bravo. Go girls. Go girls. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la deuxième partie. Free audio post-production by alphonic.com.